Le besoin de sécurité est le deuxième niveau de la pyramide de Maslow, après les besoins physiologiques, qui, une fois assouvis, ouvre sur le besoin social, le besoin de faire société. Il n'est pas possible de faire société quand on meurt de soif, quand on meurt de faim, quand on est malade, quand on a froid euh, et quand on se sent menacé. Le développement technologique visant à assurer la sécurité de l'humanité, la sécurité de chaque être humain, doit être une priorité pour permettre à l'humanité de faire société et à chacun de s'élever en conscience. Il est donc primordial pour la collectivité de se doter d'une technologie capable de la préserver de tout ce qui pourrait menacer sa survie. Séparons dans notre raisonnement les menaces naturelles, endogènes et exogènes, et les menaces humaines et pourquoi pas extraterrestres. La protection de la Terre, de l'humanité et de l'ensemble du vivant contre les menaces naturelles, au-delà d'être une nécessité et donc une priorité pour la collectivité, est de plus une responsabilité du fait que nous sommes la seule espèce sur cette planète qui en soit capable. L'homme n'est malheureusement pas la seule menace pour l'écosystème. La vie a déjà connu par le passé plusieurs extinctions massives liées à des catastrophes majeures qui ont même parfois failli conduire à son extinction et qui expliquent probablement l'incroyable biodiversité présente de nos jours sur Terre. La Terre subit des menaces exogènes, c'est-à-dire extérieures à elle-même, comètes, astéroïdes, éruptions solaires, rayons gamma, trous noirs, et pourquoi pas la présence d'un astre inconnu. Je m'étais intéressé au sujet de la planète X qu'on appelle Nibiru, qui serait un astre potentiellement qui pourrait circuler au sein du système solaire et nous menacer périodiquement. Et pourquoi pas un jour une menace venant d'une civilisation extraterrestre, un peu à la Independence Day, qui, pour diverses raisons, souhaiterait nous attaquer. Le Soleil lui-même, qui est actuellement une naine jaune, une petite étoile, qui a 5 milliards d'années, va s'éteindre dans 4,5 milliards d'années en passant par une phase de géante rouge, c'est-à-dire que son diamètre va s'étendre au-delà de l'orbite terrestre et cramer tout sur son passage. Donc, de toute manière, pour l'humanité, il y a une deadline qui est de 4,5 milliards d'années, où de toute façon la Terre va être détruite par le Soleil. Et si on imagine que l'humanité puisse vivre d'ici là, il faudra de toute façon se doter d'un moyen de s'échapper de cette fournaise. Il faut donc se donner la capacité de protéger la Terre des menaces exogènes, mais aussi se doter de la capacité de s'en extraire en cas de problème. Le vivant présent sur Terre subit également des menaces endogènes, c'est-à-dire euh, liées à l'environnement terrestre lui-même. Euh, les maladies infectieuses, alors je dis toujours aux patients, on distingue donc 5 agents infectieux, les virus, les bactéries, les parasites, les champignons, et une maladie très particulière qui sont les maladies à prions, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'est-à-dire l'agent infectieux est une protéine. Le vivant est également soumis à des catastrophes naturelles, les tsunamis, les séismes, les éruptions volcaniques, euh, les ouragans, les tornades, euh, mais également les périodes de réchauffement climatique et les périodes glaciaires. Et puis pourquoi pas aussi le risque d'inversion des pôles magnétiques de la Terre qui fait craindre la perte, alors sur un temps inconnu, mais du bouclier magnétique qui nous protège du rayonnement solaire. Alors est-ce que cette perte dure quelques minutes ou plusieurs siècles? Personne n'en sait rien à ce jour. Il est donc essentiel pour l'humanité d'accroître ses connaissances sur ces menaces et de se doter d'une énergie et d'une technologie nous permettant d'en préserver l'ensemble du vivant. À ce sujet, il semblerait, d'après certaines théories, que d'anciennes civilisations nous aient laissé des indices pour nous prévenir de ces menaces. On peut citer en particulier les pyramides de Gizeh et le récit du déluge dans l'Ancien Testament. Il serait intéressant tout de même d'y porter une plus grande attention dans l'intérêt collectif. Deuxièmement, après les menaces naturelles, les menaces humaines.
Outre la menace que représente l'homme pour l'écosystème et donc pour lui-même, sujet que je traite dans la partie écologie du troisième pilier qu'est l'élévation de la conscience collective, il s'agit d'évoquer ici la menace que représente l'homme envers lui-même. Un être humain peut menacer la vie d'un autre être humain ou groupe d'êtres humains pour différents motifs, au premier rang desquels euh, l'accès à l'énergie et aux ressources, mais aussi pour l'obtention d'un travail, pour de l'argent, ou plus largement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons psychiatriques, c'est-à-dire médicales, les schizophrènes, les violeurs, les pédophiles que j'intègre comme une pathologie, les psychopathes d'une manière plus générale. Également pour des raisons personnelles, par vengeance, par amour, ou après une rupture sentimentale. C'est d'ailleurs mon sujet de thèse. Ou enfin, pour des raisons purement idéologiques, religieuses, ethniques ou raciales. Le modèle du vivre ensemble que se choisit une société est susceptible d'être attaqué pour lui-même par des individus prônant un autre modèle de société. Ainsi, il serait utopique de croire que, quand bien même il puisse être le plus juste, le plus équitable, le plus protecteur, le plus bénéfique pour la planète, un modèle de société ne puisse être menacé. Voilà pourquoi il est légitime et nécessaire de développer toute technologie visant à protéger la collectivité de toute attaque à l'échelle individuelle ou collective. Surveillance de masse, satellites, drones, IA, big data, police scientifique, bracelet électronique, contrôle sur les réseaux sociaux. Le développement technologique dans le domaine de la sécurité connaît déjà et promet encore des avancées fulgurantes. C'est pourquoi un équilibre est à construire entre surveillance des menaces humaines et protection des libertés individuelles. La légitimité de l'usage de la technologie visant la protection de la collectivité et de son modèle social tient pour beaucoup à la légitimité du modèle lui-même. C'est ce qui permet de différencier le terrorisme et la résistance, sujet ô combien d'actualité. Le terroriste est celui qui attaque un modèle de société que la collectivité s'impose à elle-même et considère comme souhaitable. Le résistant combat lui un modèle imposé à une collectivité, considéré comme inacceptable. Il est donc par-dessus tout nécessaire de prévoir des garde-fous dans son développement, au cas où une telle technologie tomberait entre de mauvaises mains. Ce point précisément est l'objet d'une petite digression sur le sujet de la protection des lanceurs d'alerte, et en particulier dans ce cas-là du sujet de Edward Snowden. Ce type vient informer le grand public des capacités techniques de surveillance dont se dote l'État américain. En le disant lui-même, il laisse à chacun la liberté de penser si cette surveillance est légitime ou non. Mais en tout cas, lui estime qu'il est de son devoir d'informer la population de ses capacités techniques. Et je considère qu'un grand pays comme la France devrait avoir les couilles d'accueillir Edward Snowden et tout ce type de lanceurs d'alerte. Les Américains n'ont d'alliés que le nom. Les Américains ne sont alliés qu'à eux-mêmes. Il faut arrêter d'être les dindons de la farce. Fin de la digression, reprenons. On peut ici en profiter pour redéfinir le rôle de l'armée. Ses capacités humaines et techniques et matérielles seraient utilisées à des fins de protection du vivant contre les catastrophes naturelles, une sorte de rôle de sécurité civile de l'armée, mais également de rôle de protection contre les menaces humaines, soit un rôle de sécurité militaire, où l'armée utiliserait sa force, comme le dit Maître Yoda, pour se défendre, jamais pour attaquer. En conclusion, notons que la majorité des conflits humains étant liés à l'accès à l'énergie et aux ressources naturelles et à l'espace, le territoire, une civilisation, une société qui parviendrait à résoudre les deux premiers piliers du triptyque, c'est-à-dire
se doter de l'accès à une énergie propre, illimitée, gratuite pour tous, et de l'accès à des ressources naturelles illimitées, verrait drastiquement diminuer les raisons de rentrer en conflit. C'est l'enjeu central de ce travail sur un nouveau paradigme et la résolution du triptyque. C'est de chercher une solution apportant la paix et permettant de vivre ensemble dans les meilleures conditions possibles, ne laissant guère, en dehors des raisons médicales et personnelles, que l'idéologie comme source de conflit. Voilà pourquoi l'élévation de la conscience collective constitue le troisième pilier du triptyque. Je vous remercie infiniment de votre attention.